Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Ouverture philosophique. Collection dirigée par Aline Caillet, Dominique Château, Jean-Marc Lachaud et Bruno Péquignot. Une collection d'ouvrages qui se propose d'accueillir des travaux originaux sans exclusif d'école ou de thématique. Il s'agit de favoriser la confrontation de recherche et des réflexions, qu'elles soient le fait de philosophes professionnels ou non. On n'y confondra donc pas la philosophie avec une discipline académique. Elle est réputée être le fait de tous ceux qu'habite la passion de penser, qu'ils soient professeurs de philosophie, spécialistes des sciences humaines, sociales ou naturelles, ou polisseurs de verres de lunettes astronomiques. Dernière parution. Robert Pujade, Fantastique et photographie, essai sur les limites de la représentation photographique, 2015. Nassim El-Kabli, La rupture. Philosophie d'une expérience ordinaire, 2015. Laurent Cherlonneix, De la volonté de vérité à la mort de Dieu, 2015. Paul Dubouchet, de Georg Wilhelm Friedrich Hegel à René Girard. Violence du droit, religion et sciences, 2015. Oscar Brenifier, Apologie de la métaphysique. Ou l'art de la conversion, 2015. Reza Rokoee, L'attitude phénoménologique comparée de Husserl à Avicenne, 2015. François Besset, L'âme de la guerre. Petite métaphysique de la nation, 2015. Philippe Fleury, Hegel et l'école de Francfort, 2015. Pierre Ziade, Généalogie de la mondialisation, analyse de la crise identitaire actuelle, 2015. Hamdi Nabli, Foucault et Baudrillard, La fin du pouvoir, 2015. Richard Groux, Michel Foucault, La politique comme guerre continuée. De la guerre des races au racisme d'État, 2015. Miklos Veteux, de Whitehead à Marion. Éclat de philosophie contemporaine, 2015. Du même auteur. L'auréole de la peinture, collection ouverture philosophique L'Harmattan, Paris 2004. L'art dans sa relation au lieu, ouvrage collectif sous la direction de Dominique Berthet, collection ouverture philosophique L'Harmattan, Paris 2012. L'Apollon de Lillebonne, collection écriture, L'Harmattan, Paris 2012. La maison de l'armateur, l'hôtel Thibault, une architecture du XVIIIe siècle au Havre, collection ouverture philosophique, L'Harmattan, Paris 2012. La cave du diable, les impliqués éditeurs, 2014. Dédicace. À Jem Cohen pour son film Muséum Ours. 1. Ce sont nos passions qui esquissent nos livres, le repos d'intervalle qui les écrit. Marcel Proust, Le temps retrouvé. Ce livre-là et le précédent se sont esquissés dans mes passions, celles conjointes pour l'art, surtout la peinture, l'amitié, proche de l'amour pour ceux qui me les ont inspirés. Est-ce à la phase musicale dont parle Walter Benjamin dans Sens unique qu'appartient l'esquisse passionnée d'un livre à venir? Il écrit: le travail nécessaire à une prose de qualité comporte 3 phases, une phase musicale où elle est composée, une phase architectonique où elle est construite, enfin une phase textile où elle est tissée. Conversatio, dont est issu du latin impérial conversation, signifie fréquentation, commerce, intimité jusqu'au XVIIe siècle, mais aussi genre de vie, conduite, relation, bien que dès 1537 on puisse relever également échange de propos familiers. Mais à partir de 1718, les précieux conçoivent la conversation comme un genre littéraire noble au sens d'un entretien savant, d'où ce que l'on nommera « avoir de la conversation ». Reprendre la conversation là où elle s'était arrêtée, dit-on parfois, entre amis. Ma conversation avec la peinture n'a jamais cessé. Même pour n'occuper qu'un bref instant, pas un jour de ma vie depuis bien longtemps dont la peinture n'eût été totalement absente. La peinture, par le geste, par la vue, par la lecture et l'écriture, par la pensée et le désir, m'accompagne dans une conversation ininterrompue. La peinture initiée par un apprentissage, puis développée en une pratique artistique et picturale personnelle, autant que consignée dans de nombreux carnets de notes écrites, suivies de mise en forme de ces fragments pour les besoins d'un cours, d'une communication, d'un article, d'un livre me parle. Des discours qui resteront parfois muets, des colloques silencieux, des soliloques, s'inaugurent toujours devant la peinture. L'inflexible règle que je me fixe depuis toujours est de n'écrire que sur des œuvres vues, au moins une fois. D'un musée à l'autre, d'une exposition à une galerie,
Les notes prises sur place proviennent de l'élan du moment qui me pousse à formuler ce que est ressenti là, qui pourrait s'effacer, hors de la présence de l'œuvre, s'oublier. Les œuvres retenues pour entrer dans cette conversation-là ne sont pas toujours les plus emblématiques, mais les peintres le sont, grands, très grands et célèbres. Le lien qui existe, d'une œuvre à l'autre, appartient à ma subjectivité, au gré d'une visite, d'un voyage. Plusieurs périodes relatives aux découvertes, puis aux retrouvailles se croisent, se superposent. La place prise par des œuvres de la Renaissance et surtout du XVIIe siècle, vues et revues, récemment en Hollande, puis à Vienne, m'a conduit à des investigations en écriture sur la peinture de ces époques, encore jamais expérimentées. Le télescopage avec des artistes modernes et contemporains, créant des concordances d'esthétique anachronique, fait partie des surprises dont toutes ces rencontres m'ont gratifié. Il peut s'agir aussi d'un exercice d'admiration risqué dans le respect de chefs-d'œuvre restant totalement inaccessibles. La phase musicale, tel un son continu ou seulement un murmure à bas bruit, mais qui fait son œuvre, dans le désir des commencements, enchante, c'est l'élan initial d'une passion. Concernant la peinture, ce serait comme une musique vue, mais aussi entendue, perçue, écoutée, celle des œuvres qui nous parlent, auxquelles on répond du regard, du sourire quand elles nous émeuvent. Ressentir, penser, écrire avec la peinture, à partir des 3 phases dont parle Walter Benjamin, afin que la prose soit de qualité, ou au moins tenter qu'elle s'en approche, conduit souvent à ce que ces 3 phases ne se distinguent pas, s'en mêlent. Fort heureusement, la musique revient, son chant invite le regard, construit aussi le discours, le structure. Le tissage de l'écrit lui-même ne se réalise qu'en silence, qui est aussi musique, comme on le sait. Le tissage est construction matérielle de l'agencement des mots choisis pour signifier les sensations, les expériences. 2. À l'instar de Fromentin. Eugène Fromentin, dans le préambule de son ouvrage Les Maîtres d'autrefois, Belgique-Hollande, paru en 1876, avertit le lecteur. Ce serait comme une sorte de conversation sur la peinture, où les peintres reconnaîtraient leurs habitudes, où les gens du monde apprendraient à mieux connaître les peintres et la peinture. Il prend soin de préciser qu'il n'a pas suivi de méthode, qu'il s'est laissé guider par ses préférences et a volontairement écarté certains artistes, n'ignorant pas que le livre comporte des omissions qui ne sont pas des oublis. Ses choix révèlent les goûts, connaissances et intérêts de son époque. Il ne consacre qu'une seule page à Vermeer de Delft, redécouvert depuis et aujourd'hui tant apprécié. Je viens voir Rubens et Rembrandt chez eux et pareillement l'école hollandaise dans son cadre, toujours le même, de vie agricole, maritime, de dunes, de pâturage, de grands nuages, de minces horizons, écrit-il. J'ai eu plaisir à reprendre cette expérience, adaptée à une nouvelle rencontre avec la peinture hollandaise, chez elle. Arrivé à Amsterdam en voilier, en août 2014, je me suis imprégné du paysage avant de voir la peinture. J'avais embarqué à Ostende. Nous avons lentement avancé, au gré du vent, à la vitesse que permet la navigation à voile, non loin des côtes, sur la mer du Nord. À cet endroit, en eau peu profonde, la mer est très jaune, proche de la couleur du sable, elle se distingue de la Manche. Puis elle change pour redevenir plus verte, assez sombre. Se maintiennent à droite en montant vers le nord, de minces horizons, perçus tout autant depuis la mer en regardant la côte, invariablement plate qu'ensuite depuis la terre dont parle Fromentin. Nous avons emprunté le canal du Nord qui rejoint perpendiculairement la côte, et après 4 jours de navigation, depuis notre départ d'Ostende, nous sommes entrés dans le port d'Amsterdam. De grands nuages, de minces horizons, ne nous quitteront pas. Les grands nuages d'un ciel bas bien plus proche et plus grand qu'ailleurs, d'une espèce différente de ceux déjà vus qu'ils s'imposent en mer, en bordure des côtes ou sur la terre de ces Pays-Bas, semblent répondre à un besoin de relief, de volume et d'infinie variété que n'offre pas le sol. Existe-t-il en compensation des minces horizons ? De cet effet de contraste extrême, les paysages vallonnés même légèrement ou montagneux ont nul besoin. Les grands nuages déploient toute une richesse formelle et colorée, en des configurations savantes et mouvementées qui se déplacent, se déforment, sombres et massives au premier plan, presque à la verticale, se répétant en 2 ou 3 dessins qui se ressemblent, puis diminuant en arrière, en couches peu à peu plus légères, jusqu'au lointain quand elles s'étirent en bandes claires laissant apparaître au fond des filets de soleil orangé. L'ensemble crée grâce à elle seule tous les éléments utiles à la complète élaboration d'un paysage en perspective, savamment agencé dans un espace mobile. Le livre d'Eugène Fromentin est un récit de voyage en peinture. Peintre lui-même, son discours m'intéresse,
plus encore parce qu'il est aussi écrivain, impliqué à plus d'un titre par l'écrit, en tant qu'historien d'art et critique. Les Maîtres d'autrefois, devenu un classique de l'histoire de l'art, fut un succès dès sa parution. Il faut signaler que le voyage qui en est l'initiateur ne dura que 3 semaines, au cours desquelles la rédaction du livre fut entreprise. Je viens de passer le même temps sur place que Fromentin, mais seulement aux Pays-Bas. L'écriture de son livre ne l'occupa pas plus de 4 mois au total, ce qui force l'admiration, autant que l'étonnement, constatant la richesse de l'ouvrage. On serait tenté d'en faire un modèle, en tout cas de l'envier. Flaubert fut sensible à cette langue admirable dans laquelle Fromentin écrit la peinture. Il lui adressa, le 6 juillet 1876, une lettre enthousiaste pour le féliciter. L'auteur écrit sur la couleur et la lumière, le clair-obscur, le modelé et les valeurs. Pensant, analysant la peinture en tant que peintre, il s'intéresse d'abord à la plastique de la peinture et moins au sujet. Dans l'excellente préface qu'il consacre à la réédition du livre en 1964, Jacques Foucart souligne que Fromentin, à propos du sujet, n'adresse ses critiques qu'aux peintres du passé, qu'il ne se montre que très réservé à l'égard de ses contemporains. Celui-ci ne s'en cache d'ailleurs pas en déclarant qu'il ne se sentirait pas à l'aise en abordant des choses trop contemporaines et voisines de lui, s'agissant par exemple de l'influence qu'a pu avoir le paysage hollandais sur la peinture française du XIXe siècle. Pas d'allusion à l'école de Barbizon, proche d'un impressionnisme naissant, auquel il ne semble pas avoir eu accès non plus. En revanche, il polémique avec Manet et ses proches, sans les citer, propos relevés par Jacques Foucart dans sa préface. Fromentin conteste le goût pour les derniers tableaux de Frans-Hals, devenus à la mode à cette époque, célébrés par la jeune école française, écrit-il. Cette critique s'applique aux régents et aux régentes de 1664. La main n'y est plus, commente Fromentin. Il étale au lieu de peindre, il n'exécute pas, les couleurs sont tout à fait sommaires, tout lui manque, netteté de la vue, sûreté des doigts, le peintre est aux 3/4 éteint. Autant j'apprécie la démarche de Fromentin, qui est venu voir les artistes chez eux, ici en Hollande, comme j'aime à le faire pour des peintres de différentes époques que j'évoquerai plus loin, et cela en concevant un discours un peu à la manière d'une conversation, parce que cette façon de rencontrer la peinture me convient, autant en revanche, je ne partage pas ses rejets, ses réserves et plus généralement je suis surprise de ses réactions, de ses jugements. Il s'oppose à ceux qui ressortissent de la façon dont on peut regarder les œuvres du passé aujourd'hui. 139 ans après le voyage de Fromentin en Hollande, nos regards sont construits à partir d'une histoire qui s'est déroulée pendant une période qui a contribué à bouleverser nos points de vue, en raison des mouvements importants qui ont bousculé l'existence de la peinture, ses raisons d'être. Au-delà d'une critique faite à Manet et à ses condisciples, tous plus jeunes que lui, Fromentin conteste le goût qu'ils ont pour les tableaux du vieux Frans-Hals, âgé de 80 ans, qui aurait perdu ses facultés. La remarque mérite qu'on s'y arrête. Le manque d'habileté, la maladresse réelle ou supposée, dans ce cas, provoquée par la vieillesse du peintre, l'inachèvement du tableau, rejoignent les débats sur les savoir-faire et la virtuosité technique en peinture. Or l'émancipation de la peinture, à partir de ses spécificités plastiques et picturales, mettant le sujet en échec, ce que revendique d'une certaine façon Fromentin par ailleurs, passa toujours par une prise de liberté dans le geste pictural et par la couleur. Ce prolongement d'une génération de peintres à l'autre, les plus jeunes reprenant à leur compte le travail où les plus anciens l'avaient laissé, s'observe par exemple chez Rembrandt qui s'inscrit dans une lignée initiée par Frans-Hals, singulièrement celui des dernières années que n'apprécie plus Fromentin. Fait par d'autres, ailleurs et plus tard, des reproches similaires iront à l'encontre des œuvres tardives de Monet ou de Renoir, l'un comme l'autre, il est vrai, atteint de défaillance, visuelle pour le premier, de rhumatisme invalidant pour le second. Les dernières peintures ne sont que rarement des œuvres de vieillards séniles. Il y aurait plutôt une rencontre, une coïncidence entre la baisse de certaines facultés physiques et techniques, et des réalisations plastiques remarquables, innovantes, dont ils avaient conscience et qui se prolongeront après eux. Cela étant dit, il serait abusif de conclure à un éloge de ce type de difficulté pour apprécier la réussite en peinture. 3. La ronde de nuit. Fromentin admire Frans-Hals. Il se réfère à d'autres œuvres pour l'opposer à Rembrandt, dans la ronde de nuit notamment. Il déclare d'emblée, page 315 de l'ouvrage cité, « Penser n'étonner personne en disant qu'elle n'a aucun charme.
Il argumente en multipliant tous les griefs qu'il porte à son encontre, avouant être déconcerté, tant il ne comprend pas la scène à laquelle Rembrandt nous convie. Il reproche à l'artiste ses indécisions, considérant qu'un tel sujet confié à Frans Hals aurait été traité avec plus de clarté, d'ordre de naturel. Il estime la composition mauvaise, pleine de trous et d'espaces mal occupés, écrit-il. Fromentin se livre à une consternante mise en pièces de la ronde de nuit, empreinte de mauvaise foi et à mes yeux de bêtises dont il serait préférable de rire. Tout y passe, les proportions prétendument mauvaises, les détails inexacts, les portraits médiocres. Inutile de relever un à un tous ces arguments fallacieux, comme il serait aisé de le faire, pour les retourner en éloge et louer en tout point l'audace, la virtuosité de ce surprenant chef-d'œuvre. Les spectateurs contemporains, bienveillants, disponibles, viennent l'admirer, peu enclins à ergoter sur autre chose que ce qui est magistralement donné à voir, de la peinture. Il est vrai que Fromentin n'a pas bénéficié des conditions actuelles d'exposition de l'œuvre nettoyée et restaurée. Dès l'entrée de la galerie d'honneur du Rijksmuseum, puisqu'elle en occupe le centre, tout au fond, on l'aperçoit, on l'attend. Passé, la majestueuse nef centrale où sont accrochés sur les bas-côtés des tableaux de format plus modeste de différents artistes, on accède au grand volume de la salle principale du musée qui l'expose. Dans ce somptueux et solennel décor caractéristique type d'un musée des beaux-arts, à l'éclairage zénithal, aux murs gris très sombres, s'inscrivent sous le pourtour de la corniche les dates en chiffres romains, les noms des artistes en majuscules, au-dessus de la ronde de nuit celui de Rembrandt. Toute la scénographie muséale accompagne la mise en valeur de l'œuvre par la place d'honneur qu'on lui attribue aujourd'hui. La célébration, la théâtralité, pourquoi ne pas y céder, autant par le dispositif de présentation que dans l'acquiescement au contenu de l'œuvre même, baroque en effet, est loin de répondre à l'ordonnancement classique d'une composition picturale telle que l'aurait conçue avant Rembrandt, Poussin. Ici, au contraire, un dispositif non hiérarchique et déconcertant dans la composition autorise un traitement non homogène des espaces, du plus achevé au plus vacant, ce qui eut de quoi surprendre et contrarier les attentes de Fromentin. De la conversation au chant et inversement, Rembrandt comme d'autres me ferait penser que l'opéra c'est de la peinture chantée, même si le ressenti musical est anachronique, car la musique hollandaise du XVIIe siècle, ou plutôt ce qu'on écoute plus volontiers à cette époque, provient d'ailleurs, d'Allemagne avec Bach ou de France avec Lully. Il n'existe pas d'exacte correspondance entre le baroque en musique et en peinture, parce que s'y ajoutent de fortes particularités nationales. La ronde de nuit date de 1642 et mesure 379 par 453 cm. Le format actuel a été coupé pour permettre sa réinstallation dans le musée. On constate que sur les bords gauche et droit de la toile, les personnages sont tronqués. Il s'agit du portrait de groupe de la Guilde des arquebusiers d'Amsterdam, compagnie du capitaine Frans Banningcock. À sa gauche, vêtu de clair se tient son lieutenant, à droite dans le tableau, Willem van Ruitenberg. Le capitaine est le seul dont la tenue vestimentaire rappelle celle des portraits de groupe, de différentes ligues et compagnies hollandaises. Les autres personnages ne portent pas d'uniforme. La composition du tableau, aussi inattendue et mouvementée qu'elle puisse apparaître de prime abord, n'en répond pas moins à une construction plastique architecturée que suivent des lignes de force, les couleurs, les ombres et les lumières. Au premier plan, à gauche, au centre et un peu à droite, figurent en entier les trois personnages qui vont assurer une certaine stabilité à l'ensemble, sans entraver le mouvement et les percées imprévues dans l'espace ouvert de la toile. Au centre, Frans Banningcock, coiffé d'un chapeau noir, porte un habit noir également, éclairé d'un large col blanc, le torse traversé en oblique d'une écharpe rouge drapée passant sur l'épaule droite. Il est noir-blanc-rouge. Sa main gauche ouverte s'avance. C'est le point le plus saillant. Au milieu du tableau, une main tendue à portée du spectateur semble lui faire signe. À sa gauche, son lieutenant Willem van Ruitenberg arbore un lumineux costume blanc. Le troisième personnage, à l'avant-gauche, un peu dans l'ombre, est un tireur en habit rouge, occupé à charger son fusil. Comment ne pas remarquer que les trois personnages de premier plan sont celui de gauche tout en rouge, celui du milieu en noir, celui de droite en blanc. Rouge, noir, blanc. Construisent par leur emplacement privilégié le chromatisme dominant du tableau. Ensuite, les effets de lumière se répartissent en deux lieux principaux qu'ils mettent en valeur et soulignent. D'abord,
À la droite de Frank Banningcock, la lumière éclaire l'habit blanc de Willem van Ruitenberg, auquel répond au milieu de la partie gauche du tableau, un peu en retrait, la présence de l'énigmatique petit personnage qu'est cette très jeune fille rousse à l'incandescent costume blanc tenant un poulet à la main. Ailleurs dans la composition, se répartissent quelques accents de lumière sur les cols et sur les visages. À l'arrière principalement, le tableau est traversé en diagonale et en oblique, de part en part, de lances, de piques, d'étendards et de fusils, autant de lignes qui tissent l'espace pictural, tout en renforçant le côté théâtral du dispositif de cette scène conçue comme un moment d'opéra. On observe une peinture présentant des degrés d'achèvement différents dans sa réalisation. Certaines parties sont beaucoup plus travaillées que d'autres. Des empattements plus ou moins conséquents s'affirment, alors que d'autres endroits sont brossés sans épaisseur très légèrement. D'autres encore vont jusqu'à suggérer un inachèvement volontaire. Cela pouvant renvoyer à une prise de liberté de l'artiste laissant en suspens un espace plus ou moins grand. Faisant appel ou confiance, qui sait, au spectateur pour compléter à son gré. Cette pratique, que l'on retrouve dans beaucoup de tableaux de Rembrandt, va à l'encontre d'un fini uniforme de toute la surface, révélant une quantité de travail égale, destinée à produire une homogénéité illusionniste de la couche picturale lisse. La plupart des tableaux de paysages hollandais, de nature morte, antérieurs ou contemporains de Rembrandt, offrent cet aspect. Il existe chez Rembrandt ce que l'on peut analyser comme une relation spécifique à l'espace pictural, à la surface peinte, selon l'état qu'il a décidé de donner comme achevé, qui présente justement des états inégaux de traitement de ce qu'il peint. Cette situation renvoie aussi à des degrés distincts dans le temps passé pour peindre telle ou telle partie du tableau. On ne sera pas surpris de voir que ces gravures possèdent tout autant ces caractéristiques plastiques et graphiques. L'œuvre gravée de Rembrandt tient une place considérable dans son activité d'artiste. Les gravures développent sur la surface du papier des états très inégaux d'élaboration du dessin, allant du contour ouvert de la forme à peine esquissée au trait qui l'enveloppe et la précise un peu plus, travail du trait seul donc, suivi par celui progressif de l'ombre qui arrive dans certaines zones où l'accumulation des traits et des hachures produit peu à peu jusqu'aux noirs les plus intenses. Le Christ présenté au peuple, de 1655, gravure au burin. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.